Maxi Pop. Bonsoir, c'est Chris. Bonsoir, c'est Holly. Donc on se retrouve ce soir pour le Baboulou Numéro spécial Noël. et le Baboulou de Naël, tout à fait. Donc le Baboulou de Naël qui sera consacré à qui aujourd'hui, My Lady? À un réalisateur chouchou, c'est Yasuo Baba. Très bien, et on s'écoute quoi avant de démarrer l'émission? On s'écoute ASAP, My Baby Santa Claus. FM on KIWI.
C'est bien, je pense qu'on va entrechoquer nos verres à chaque nouvelle partie. Donc on vient d'écouter ASAP, My Baby Santa Claus, donc une reprise de Yumi Matsutoya qui rapporte justement avec notre sujet du jour, Yasuo Baba. Donc qui est Yasuo Baba? Qui est-il donc? C'est un réalisateur japonais. Qui est né le 18 août 1954. À Tokyo, au Japon. À Tokyo, au Japon, tout à fait. Il est diplômé de l'université de Seikei, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Oui, Seikei, oui, tout à fait. Diplômé de l'université de Seikei, où d'ailleurs il fondera sa boîte de prod qui va le suivre tout au long de sa carrière, qui est donc la Hoi Choi Productions. Entre autres de ses passions, ce monsieur dessine des mangas amateurs, des doshinji, et produit des films 8 mm. Comment as-tu découvert, toi, Yasuo Baba? Je dirais bien que pour changer, c'est de ta faute. Non, plus sérieusement, il fut un temps où, suivant les intérêts des uns et des autres, oui, tout à fait. On a commencé à regarder plusieurs films qui étaient en star Miro Nakayama. Yep. Et par le plus grand des hasards, Zazar, tout à nous fait. sommes tombés sur le fameux Zazar. Nami no Kazudake Dakishimete, à vos souhaits. Et en fait, en voyant ce film, on a été subjugués, littéralement, aussi bien par le thème, la bande-son, le jeu d'acteur, enfin, vraiment, c'était vraiment un ensemble. Et en découvrant ce film par le plus grand des hasards, donc, nous avons cherché qui était donc ce réalisateur dont nous n'avions jamais entendu parler jusque-là. Et on a regardé donc toute sa filmographie, qui d'ailleurs était assez succincte encore à l'époque. Il n'y en avait que 3, je crois bien, peut-être 4. À l'époque, on était au 4e film. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Les 4e, on l'a découvert un peu plus tard. Mais oui. Et en fait, on avait été surtout... comment dire, on s'est laissé emporter par par l'ambiance qui enveloppait ces films en fait, et une ambiance très très feel good, très nostalgique, très naïf, très comment dire, voilà. Ça nous a beaucoup rappelé en fait Kimagure Orange Road, voilà, si ça avait été avec des acteurs. Voilà, Max et compagnie, si ça avait été des films live, voilà, avec une certaine simplicité de la vie, on va dire. Bon, ces scénarios sont pas spécialement poussés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est pas le propos. Non, c'est pas le propos, parce que c'était une certaine simplicité de la vie, qui fait que, en fait, voilà, mais qui est une simplicité qui était inhérente, on va dire, à la bulle économique japonaise, qui est quand même le maître mot de ce podcast, c'est-à-dire où des jeunes gens, on va dire, des jeunes... Alors j'aurais pas utilisé le terme bien-né parce que... Non, je dirais qu'ils n'ont pas de problème majeur dans la vie. Voilà. Ce sont de jeunes actifs qui sont dans la vie, qui donc sont dans cette époque de plein emploi japonais, où du coup on va dire que leur vie financière n'étant pas un problème, ce sont des jeunes gens qui vont être surtout pris dans les méandres amoureux en fait. C'est très jeu de l'amour et du hasard en fait. C'est très marivaudage, c'est très voilà, ça serait transporté dans le temps, ça serait de jeunes nobles en fait, dont les on va dire l'éducation sentimentale est ce qui va plus compter pour eux, si je puis m'exprimer ainsi. Je crois que j'ai épuisé toutes mes références littéraires. Donc... c'est bien, j'écoute. Non, voilà. Et donc on s'est laissé porter par cette ambiance, voilà, cette naïveté, cette légèreté, ce bien-être. Et ce sont des films doudous pour moi. Ce sont des films feel good, c'est-à-dire que quand voilà, on voit, sans vouloir faire mon philosophe, mais on vit dans un monde qui est extrêmement anxiogène, regarder un film de Yasuo Baba, ça fait du bien. C'est vrai que pendant 1h30, on ne pense à rien d'autre. Voilà. On a des jolies images, des beaux acteurs, voilà. des histoires simples mais faciles à comprendre. Voilà, c'est ça. Ça porte des jolis vêtements, ça travaille dans des jolis immeubles, ça porte des jolies montres, ça boit de la bière sans être sous, ça fume des cigarettes et car le cancer n'existe pas. C'est un monde idyllique en fait. C'est un truc de dingue. Je pense que oui, ce qui porte
Sa filmographie, c'est la nostalgie, je crois. Tout à fait, la nostalgie. Mais nostalgie dès le départ, c'est-à-dire que c'est une filmographie qui a été nostalgique même dès son premier film. Dès ses premiers films. Donc c'est un monsieur qui a fait des films en Super 8, d'ailleurs des films qui étaient des parodies pour certaines, voilà, qui étaient des parodies, des films Super 8 qui étaient des parodies des courts-métrages de James Bond. Et mais d'ailleurs ça va... Si je puis me permettre, je trouve que dans son second film, il y a des éléments qui rappellent James Bond. Pas toutes les cartouches. Donc voilà, des parodies de James Bond, et ça va se ressentir dans sa filmographie. Et donc il va faire des films en Super 8 jusqu'en 1987. Et My Lady, dis-moi, qu'est-ce qui sort le 21 novembre 1987 ? Alors, le titre français pourrait se traduire par Emmène-moi à la neige. Tout à fait. Et c'est Watashi o Suki ni Tsuretette. Donc Watashi o Suki ni Tsuretette, donc Emmène-moi à la neige. Donc c'est un film qui est sorti, donc comme je l'ai dit, le 21 novembre 1987. Je pense qu'il y a aussi un jeu de mots, parce que le mot Suki, ça peut aussi bien vouloir dire le ski que Suki aimer. Voilà, donc oui. Emmène-moi t'aimer. Oui, voilà, bah, en fait c'est apprends-moi à t'aimer, ça serait plutôt ça. C'est quelque chose comme ça. Bon, c'est un film, alors déjà, là, le film démarre sur une personne qui... Alors, on va pas faire tout le film, on va pas faire plan par plan, mais c'est important de dire comment il démarre. Le début me rappelle fortement une scène du film... Le Samouraï de Melville, tout simplement parce qu'en fait ça commence par quelqu'un qui prépare sa voiture, et c'est vrai, qui prépare sa voiture dans son garage, et c'est vrai que cette scène ressemble beaucoup à la scène de la préparation de la voiture du film Le Samouraï de Melville, quand le garagiste prépare la voiture d'Alain Delon. Donc voilà. Et en fait après on part, ce sont Watashi o Suki no Tsuretette, c'est l'histoire donc de jeunes cadres. En fait ce sont non pas des cadres, ce sont pas des cadres, ce sont des jeunes actifs Tokyo 8 qui le week-end partent à Nagano pour skier, parce que le ski c'est leur grande passion, on va dire ça. C'est le nouveau trend surtout, parce qu'en fait il paraîtrait que ce film a participé à la mouvance de tous les... Parce que les gens n'allaient pas spécialement au ski, à part ceux qui habitaient dans le coin, et il y a eu vraiment un grand boom du ski. Voilà, c'est ça, l'époque. Une grosse mode du ski qui est partie, en fait, voilà, de jeunes actifs qui vont faire du ski, et donc le personnage principal va tomber amoureux d'une office lady qui s'appelle, qui est jouée par la jeune fille qui avait joué dans La Traversée du Temps, Tomoyo Harada. La version filmée, pas la version animée, la version filmée. Tomoyo Harada, c'est ça ? C'est ça, oui. Voilà, ça. Et donc en fait, ce jeune homme travaille dans une société qui fabrique des équipements de ski, qui s'appelle Salotto. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, je trouve que le scénario principal premier dans Tokyo Love Story a un petit peu pompé quand même sur tout à fait, sur ce film, puisque dans les deux cas, les boîtes dans lesquelles travaille le héros fabrique des vêtements de sport. Tout à fait. Donc voilà, donc il travaille dans un truc d'équipement de ski. Alors en fait, il tombe sur cette jeune office lady avec sa bande de copains, quand ils vont le week-end à la neige. Donc, il a un crush sur elle. Donc, elle lui file un numéro, mais qui s'avère être faux. Un faux numéro. Donc c'est la bande de copains japonais comme on voyait dans les animés, c'est-à-dire que il y a les deux faux folles, une qui s'habille en bunny en soirée, donc comme dans les animés de l'époque. Il a le grand pote toxique qui lui fait des blagues pas drôles. On a vraiment le groupe d'amis, l'archétype du groupe d'amis comme on voyait comme dans les animés japonais. D'ailleurs tu me fais remarquer, ça ressemble beaucoup à un OAV qui se passe à la neige de Max et compagnie. Et donc voilà, ça va se passer entre Noël et jour de l'an. Et donc on a ces jeunes gens qui skient la journée, encore un petit peu après, jusqu'à la Saint-Valentin d'ailleurs. Voilà. Donc on voit ces jeunes gens donc qui font du ski la journée, qui vont ils partent tous les week-ends au ski, qui font du ski la journée, qui le soir sont dans des pubs et tout le monde est très... et chaque plan ressemble à une publicité pour soit des fringues, soit des marques de clopes, voilà. C'est là. Et on a en fait chaque plan ressemble à une page de magazine japonais de l'époque. Donc voilà. Donc c'est un petit peu comme Vacanzini Natale mais version classe. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que
Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent, parce que les bronzés se font du ski, c'est de la grosse comédie potache. Là, on est vraiment sur de la comédie romantique. Et c'est voilà. Donc, au niveau du soir, t'as d'autres choses à rajouter ou pas Bah moi, mes personnages préférés, en fait, ils sont un peu secondaires. Il y a deux nanas à un moment donné qui sont des folles en voiture. Et franchement, je les adore. Ouais, et voilà. ça, c'est... Et qui sont les deux japonaises de lyrique, comme on voit dans les animés japonais. Donc voilà. Alors, au niveau de la culture populaire, donc comme tu l'as dit, ce film. Déjà, il a fait le boom de la mode du ski le week-end au Japon. Il a fait. C'est le premier volet de la trilogie Hoi Choi. Oui. Puisque ensuite, ce serait si elle se mettait en maillot de bain, et ensuite, c'est embrasse-moi autant de fois que les vagues. Tout à fait. Donc c'est le premier d'une trilogie voilà, de la jeunesse et des histoires d'amour de la jeunesse au Japon. Et voilà, donc dans la culture japonaise, donc il y a ce boom du ski au Japon. D'ailleurs, dans le jeu Yakuza 0, à un moment, alors Yakuza, c'est le jeu Yakuza 0, c'est un jeu qui se passe en 1988 et au détour d'une rue, on entend de temps en temps une jeune fille qui demande à son camarade, qui demande à son petit ami, ne watashi o suki ni tsurete, donc dis-moi, tu m'emmènes à la neige. Donc voilà. Ça m'a un peu fait penser furieusement à... Oui, un peu fait penser au titre du film justement du même nom. Alors je ne sais pas si c'est anodin, si c'est un hasard ou pas. Le jeu Yakuza 0 est bourré de références culturelles. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le fait que la marque fictive Salotto. Il y a un groupe de fans qui essayent de faire des vrais stickers, voilà, de la produire, de faire de vrais stickers, sachant qu'en plus Yasuo Baba avait fait appel à un designer d'équipement. Un designer d'équipement de ski pour les produits de la marque Salotto, dont des prototypes qui sont jamais sortis, des espèces de sacs à dos lampes, etc. pour les skieurs, des trucs comme ça. Donc pas raconter la fin de l'histoire, elle est chouette, mais c'est juste un détail. C'est vrai que c'est vraiment un film que je ne peux que conseiller de regarder, parce que c'est vraiment, enfin moi c'est mon film de Noël à moi. C'est un de nos films de Noël, tout à fait, voilà. Et d'ailleurs, dernière chose, alors on n'a jamais pu retrouver, nous avons vu que ce film, donc c'est pour ça que tu l'as appelé Emmène-moi à la neige, on a vu que ce film a été diffusé une fois en France, donc il y a un sous-titre français, en tout cas sur pellicule, qui existe. Et en anglais c'est Take Me Off, Take Me in the Snowland. Mais en fait, il a été diffusé une fois dans un festival en France, on n'a jamais pu trouver la trace. Vers Strasbourg, je crois bien. C'était un festival de cinéma à Strasbourg. Il y a très longtemps, et maintenant sur Google on trouve plus rien. Non, c'est mort. Soit on a mal vu les choses, soit... Non, je pense pas, parce qu'à l'époque on avait quand même pas mal regardé, et on n'a jamais pu retrouver de traces de cette version française qui existe. Voilà, donc bon. Alors, si on parle pas japonais, c'est le genre de truc qu'on peut quand même regarder, ne serait-ce que pour la beauté des images en fait. Mais ça, je pense que c'est le genre de choses qu'on dira ne serait-ce que pour toute la trilogie. Mais je pense pas que ce soit vraiment très compliqué à suivre quand même. Non, voilà, c'est vraiment pas très sorcier, c'est une amourette, c'est une amourette, et ça peut être suivi même quand on parle pas japonais. Les images sont très belles. Tout à fait. Il y a les chansons de Yumi Matsutoya pour illustrer certains passages. On a l'impression de voir des clips. Tout à fait. Ça fait vraiment très MTV sur les bords finalement. Oui, bah, de toute façon oui. C'est complètement positif. Et juste aussi, on a trouvé aussi que, alors est-ce que ça fait vraiment partie des influences ou est-ce que c'est juste dans nos têtes, mais on a trouvé que beaucoup de visuels ressemblaient à ce qu'on retrouvera plus tard dans le jeu Kamai Tachi no Yoru de Chunsoft, qui lui est sorti en plus en 94, il me semble. Un peu ultérieurement, oui. Voilà, ultérieurement, où on a trouvé que ça ressemblait quand même pas mal. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour pour Watashi o Suki ni Tsurete? Bah écoute, oui, mais c'est vrai que c'est vraiment un de mes préférés. Alors, c'est pas forcément le meilleur, mais je trouve que pour un premier essai, et de toute façon, même encore aujourd'hui au Japon, je pense que ça a vraiment marqué sa génération. Tout à fait. Donc on va illustrer donc ça par un petit thème. Donc alors le titre qu'on a passé au départ, My Baby Santa Claus, en fait c'est la version anglaise de Watashi no Koibito wa Santa Claus, qui est de la musique, donc la chanson titre de ce film par Yumi Matsutoya, Yuming. Mais on va écouter une autre chanson de Yuming, donc qui fait partie de ce film. Et cette chanson c'est Blizzard. D'ailleurs c'est un moment préféré du film. Aussi. Ok.
confiance et son amour. Ah, My Lady, qu'est-ce qu'on a écouté? On va écouter Blizzard de Matsutoya Yumi. Tout à fait. Donc tiré de la bande originale de Watashi Osuki Mitsude Tete. Alors, My Lady, qu'est-ce qui est sorti au Japon le 10 juin 1989? Alors, c'est Kanojo ga Mizugini Kigaetara. Donc, grosso modo, c'est si seulement elle changeait en maillot de bain. Si seulement elle pouvait se mettre en maillot de bain, tout à fait. Donc, deuxième volet de la Hoi Choi trilogie de Yasuo Baba. Donc là, on change complètement d'environnement, puisqu'on passe de la neige, justement, à la plage, la mer, la plongée, voilà. La plongée sous-marine. La plongée sous-marine, tout à fait. Donc, en fait, on démarre, c'est un film, donc, comme j'ai dit, qui est sorti le 10 juin 1989. Donc qui démarre par des types en costard qui parlent en chinois et qui parlent. Et en fait, c'est des méchants de l'histoire, hein, mais c'est tellement en fait, voilà, ce sont des méchants très clichés. Et voilà, ça fait très méchant de James Bond, moi je trouve. Mais voilà, c'est ça. Là, on revient, on va dire qu'on va avec ce. Alors, on est encore une fois sur une comédie romantique, hein, sur une histoire d'amour, mais avec une petite histoire aventure et des moments qui vont justement ressembler à James Bond. Là, on revient aux premiers amours de Yasuo Baba quand il faisait des films en Super 8 avec 007 en personnage principal. Donc voilà, donc ça. En parlant de personnage principal, donc on retrouve comme artiste principal l'héroïne qu'il avait utilisée pour son film précédent. Tout à fait, donc la jeune officier du premier, donc Tomoyo Harada, je crois voilà, que c'est ça. Dis-moi, je comprends tout à l'heure, mais je suis pas sûr. Si sûr. c'est pas elle, tant pis, désolé, pardon aux familles. Voilà. Non, c'est Tomoyo Harada. Et on retrouve en acteur mâle principal Yuji Oda. Beau gosse. En beau gosse. Yuji Oda, oui. Qui sera plus tard le personnage principal du drama Tokyo Love Story, dont on vous a parlé dans le numéro 1. Donc voilà, donc ce sont des personnes en costard qui parlent chinois, qui parlent d'un trésor perdu pendant la guerre. C'est un bombardier américain qui contenait un trésor et qui s'est abîmé en mer et donc dont l'épave a été perdue. Et le but est donc de retrouver cette épave parce que dedans il y a un trésor. Et donc on passe sur un environnement maritime. On a d'un côté une équipe d'une sorte de yacht club, mais des prolos, enfin entre guillemets, les prolos japonais de la bulle économique. Si je puis me permettre, je crois bien que ça se passe dans la région du Shonan. Oui, c'est la région du Shonan, oui. Et donc peut-être qu'ils jouent peut-être aussi sur les clichés, je pense également beaucoup, parce que finalement GTO, enfin le personnage principal dans GTO, il vient du Shonan justement. Donc voilà, donc ce sont des gens qui font d'un côté du bateau, mais ce sont des gens du peuple, on va dire, et de la plongée sous-marine, ce sont des gens du peuple. Et à côté de ça, on a un yacht luxueux de gens hyper friqués. Et en fait, il y a une rivalité entre les deux. Et il y a une rivalité entre les deux, voilà, entre les riches et les un peu moins riches, parce que c'est quand même le Japon de la bulle économique, faut pas déconner. Ils ont pas de sous, mais ça va quand même, quoi. Ils ont pas de sous, mais c'est quand même un yacht club. Et donc en fait, il y a des jeunes filles, donc Tomoyo Office Lady, qui viennent en vacances. Tomoyo Harada, qui se font dragouiller et emmener sur le yacht des riches. Et comme ils veulent un petit peu profiter d'elles, elles s'enfuient et sont récupérées par le yacht des moins riches avec Yuji Oda. Sa copine n'était pas contre, hein. Elle a dit, mais pourquoi vous voulez que je m'en aille? Voilà, on a Loi Blanche. Loi Blanche, voilà, il y a deux copines, l'une c'est Loi Blanche et l'autre c'est la nana un peu vénale, un peu délurée, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ça, voilà, c'est alors. Moi, à un moment, je t'ai comparé ça au Max Pécasse japonais, parce que franchement, ce film sans argent tourné sur la Côte d'Azur, c'est carrément un Max Pécasse quand même. Le seul truc qui passe, c'est les plans bouses, mais. Oui, parce que voilà, c'est japonais quand même. C'est japonais quand même. Mais effectivement, parce que, mais en même temps, voilà, c'est super feel good, ça se prend pas la tête, c'est une aventure avec des méchants qui sont plus bêtes que méchants. Ça ressemble à l'OAV Awen Suspense de Kimax et compagnie, on y revient complètement. Au niveau de leur caractère, ça rappelle énormément également Orosei Yatsura, Lamu. Oui, ça ressemble à du Lamu. Le personnage qui est riche, il rappelle un peu Mendo sur les bords. Exact. Et le personnage, et le héros entre guillemets, il fait un peu genre Atalu, un peu gentil mais niais, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. En fait, c'est du dessin animé japonais mais en live.
Et c'est ça qui nous a plu, je pense. Et c'est super feel good. Et donc voilà. Donc alors il y a les deux copines donc qui font de la plongée sous-marine en groupe et à un moment donné elles se perdent et en se perdant par hasard elles tombent sur la fameuse elles tombent sur la fameuse épave. Voilà. Donc évidemment tout le monde veut rattraper les filles pour leur demander où est-ce qu'elles ont trouvé l'épave et c'est une course contre la montre entre les méchants et les deux camps des gentils qui sont quand même assez rivaux également. Entre les riches et les moins riches et les méchants chinois. Et tout le monde veut récupérer l'épave. Tout le monde veut récupérer l'épave et ça se court après et c'est feel good et c'est le scénario, on dirait le scénario du film perdu de Jean Rollin, l'itinéraire marin avec ses histoires de trésors. Enfin voilà, ça c'est niais mais et tout ça illustré par des chansons cette fois-ci qui sont choisies. On est plus voilà, pardon maman, mais on est plus 18. On est plus 18, ça va. Non mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tout ça illustré donc avec principalement des chansons issues du groupe Southern North Star. Voilà, Southern North Star. Et c'est une tuerie la bande originale parce que les images sous-marines sont très belles. Les images sous-marines sont très belles, les bateaux sont très beaux, les gens sur les bateaux sont très beaux et bien habillés. Et le ciel est bleu, la mer est magnifique et on a putain de musique de Southern North Star qui est tout ça pue l'été. Et ça pue le feel good, voilà, c'est ça, c'est très au chalet, c'est très élégant, ça pue l'été, ça pue le feel good, et c'est ce genre de film niais, on le regarde, on a la banane, quoi, parce que c'est trop bien, quoi, donc moi, voilà. C'est vraiment ça reste dans les deux cas, des petites amourettes ridicules mais mignonnes. C'est du Max Pécasse japonais, mais voilà, mais je le dis, parce que moi, c'est pas, ça c'est mon genou, donc, mais c'est pas, c'est pas péjoratif, c'est pas vulgaire, mais c'est feel good, c'est putain de feel good, et ça fait du bien. My Lady, autre chose à rajouter sur si elle voulait bien se mettre en maillot de bain, parce que j'adore ce titre en français, ça aussi ça fait très Max Pécasse. Oui justement, je trouve aussi, alors on ne sait pas ce qu'il a vu dans sa vie comme film ce monsieur Zetsuo Baba, mais... À un moment, alors par contre, voilà c'est ça, c'est très comédie potage d'un côté, alors c'est ça qui est marrant, c'est que au niveau du scénario c'est très comédie potache, au niveau du visuel c'est entre Sho Kitagawa et Shizashi Eguchi, c'était deux auteurs de BD et d'illustrations qui faisaient pendant la bulle des illustrations très au niveau de l'été, de la mer, ils dessinaient beaucoup pour les femmes, un peu à la Tsukasa Ojo, mais dans des environnements très bord de mer. Tout à fait. Bord de mer ensoleillé. Donc My Lady, autre chose à rajouter sur ce magnifique film ? Non, je crois. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on s'écoute ? Alors on va s'écouter Southern North Star, Miss Brand New Day, et j'adore cette chanson. Yeah.
On vient d'écouter Miss Brown You Dead de Southern Star, donc tiré de la bande originale de Kanojo Mizugi ni Kigaetara. My Lady, là, on va s'attaquer à un gros morceau. Oui, enfin le cœur du sujet, la raison pour laquelle nous faisons ce podcast. Le gras du jambon. Pardon. Donc on va s'attaquer à Nami no Kazudake Takeshimete, un film sorti le 31 août 1991 et dernier volet de la trilogie de Hoi Choi. Comment tu pourrais traduire Nami no Kazudake Takeshimete ? C'est, je dirais, enlaçons-nous autant de fois que le nombre de vagues, mais c'est vrai que c'est un peu lourd. En français, c'est un peu bizarre. Alors, œuvre par laquelle nous sommes rentrés en fait dans l'univers, dans le Yasobaba Cinematic Universe. Hein, voilà. Ah non, mais moi je suis, dès le début, dès le premier film, j'ai été sous le charme. Tout à fait. Parce que on a vu d'autres films de Miho Nakayama, mais c'est celui-ci qui nous a le plus marqué. Tout à fait. Donc, on vous renvoie à l'épisode sur Miho Nakayama, donc c'est en regardant des films de cet idolu que nous sommes tombés sur ce film, et donc en plus ce film réunit d'un côté Miho Nakayama, donc la fameuse idol, et Yuji Oda, donc qui jouera plus tard dans Tokyo, maintenant la même année, tu jouais dans Tokyo Love Story. Donc voilà, donc deux grosses têtes d'affiche pour ce film. Là on a même chose, ciel bleu, plage de sable fin, voilà. Et là, on quitte complètement la comédie potache. Il y a, je pense pas qu'il y a pas d'humour. Là, on rentre complètement dans, on va dire, le cœur de la bulle économique. On rentre dans, on va dire, une, je sais pas comment dire, comédie sentimentale, mais il n'y a pas d'humour. Ça, c'est un drame. C'est génial. C'est génial. Maëlie, je te laisse m'interrompre. Non, mais j'admire la passion. Donc déjà, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, même sur un autre podcast, sur un podcast City Pop Radio, je veux dire, quand vous entendiez notre jingle KIWI Seaside FM, c'était tiré de ce film parce que ce film nous a vraiment marqué. Le film, donc le film est sorti en 91, le film démarre en 1991, et par contre tout ce qui va se passer dans le présent dans ce film va être en noir et blanc. En fait, on voit Yuji Oda qui vient assister au mariage de Miho Nakayama. Il est avec un pote et ils vont traverser un pont et un tunnel. En traversant ce tunnel, il remonte le temps. Alors il remonte pas justement le temps. On va en flashback, c'est-à-dire que on se retrouve, le spectateur se retrouve. Leur jeunesse, voilà, c'est ça. Quand ils se connaissaient tous ensemble. Voilà, parce qu'en fait c'est l'histoire d'une bande de potes et qui sont tous présents à son mariage et en fait qui se rappellent tous leurs bons souvenirs comme autrefois. Et donc on repart en 1982 et au moment où le film part en 1982, le film devient en couleur. Parce que moi je crois bien qu'il y a des histoires comme ça au Japon, avec des histoires de gens qui traversent des tunnels et qui se retrouvent dans le passé. Oui, mais c'est pas une histoire de voyage dans le temps. Oui, mais je pense qu'il s'est appuyé sur ce genre de mécanique. Tout à fait. Non, parce que c'est pas, pas du tout une histoire de voyage dans le temps, c'est juste un gros flashback sur la jeunesse de cette bande de copains. Qui en 1982 en fait essayait de monter une radio libre, sur les plages du Shonan. Alors moi ça me touche d'autant plus maintenant que étant un gros fan de l'histoire des radios libres en France, de l'histoire de Carbone 14, c'était un peu sur les mêmes époques en fait. Donc c'est une radio libre japonaise, donc Seaside FM, qui essayait d'émettre le long des plages de la région de Shonan. Et donc cette histoire, ça raconte, Yuji Oda. C'est basé sur des faits réels, même si l'histoire en elle-même est complètement inventée. C'est ça, tout à fait. Donc c'est l'histoire de Yuji Oda qui monte une radio, la présentatrice vedette de la radio, c'est Miho Nakayama. Avec eux, il y a une petite jeune dont j'ai complètement oublié le nom, donc on va l'appeler Petite Chose. Et c'est ça. Une petite chose, il y a le geek du groupe qui s'occupe de toute la partie technique, et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un dernier larron qui arrive au début du film, qui est un mec friqué, en fait c'est un cadre de boîte qui en fait Miho Nakayama, la présentatrice, va lui taper dans l'œil et il va décider d'investir dans la radio.
Il va filer un coup de pouce. Et leur filer un coup de pouce, et en fait, au fur et à mesure, ils vont essayer. Voilà, d'un côté, on va avoir l'histoire de cette radio où en fait, ils vont acheter des émetteurs. Voilà. Ils vont acheter des émetteurs pour pouvoir placer les émetteurs et en fait étendre le champ de diffusion de la radio tout le long de la côte du Shonan. Donc, on a de ce côté-là, avec en plus tu parlais de Mendo dans Lamu, mais c'est un peu pareil parce que c'est le mec friqué en plus qui essaye de trouver des investisseurs pour faire vivre la radio, qui essaye de faire grossir cette radio. Il y a ça de ce côté. Et de l'autre côté, on va se retrouver, encore une fois, ça rappelle tellement du Max et compagnie, du Kimagure Orange Rodo Live, on va se retrouver avec Yuji Oda qui va qui va être amoureux de Mio Nakayama, la présentatrice vedette de la radio, mais qui lui, du coup, est aimé par Petite Chose, donc la petite nana qui travaille dans la radio. Et on est sur un triangle amoureux. Sachant que le Mendo de service, lui aussi, il aime Miro Nakayama. Ouais, voilà, ça, lui a tapé en, c'est pour ça qu'il a investi dans la radio d'ailleurs. Et donc, on est sur ce trio amoureux qui n'est pas sans rappeler justement le trio amoureux de Kimagure Orange Rodo, Max et compagnie. D'autant plus que l'une des deux filles a les cheveux courts comme Shikaru. Oui, voilà, c'est ça. On est vraiment entre Shikaru et Madoka, Sabrina et comment elle s'appelait Shikaru en français? Je sais plus non plus. Donc, et on est voilà sur un trio amoureux encore une fois et sauf que là voilà on est plus sur une comédie, il y a absolument zéro humour. On s'embête pas, hein, c'est pas triste, on pleure pas non plus, mais le film est très premier degré et on se prend de passion pour ces jeunes japonais en 1982 qui essaient de faire monter leur radio libre sur la plage, et c'est des belles images encore une fois, et c'est des jeunes qui en veulent et qui avancent, et il faut que vous voyez ce film en fait. Il faut que vous voyez, même si vous parlez pas trop japonais, il faut que vous voyez ce film, parce que je vais pas vous spoiler la fin, mais rien que pour la fin, moi la fin elle m'a foutu à terre quoi. Enfin, moi j'ai adoré. Non mais franchement, c'est vrai que c'est à la fois léger, mais vraiment c'est le film le plus empreint de nostalgie, je trouve. Ouais, exactement. Ouais, déjà, parce qu'en fait, en 91, Yasuo Baba était déjà nostalgique de 82, quoi. Donc... Oui, voilà, parce que l'histoire se passe en 82, pendant tout le film, pratiquement, excepté le début et la fin. Mais... Et voilà, et la fin est tellement poignante, là. Ah, putain. Mais rien que de penser à la fin, j'ai la chair de poule, quoi. C'est un truc de dingue. Et prendre le gars par le col et le secouer, mais bon. Non, enfin, toi, peut-être, moi, c'est autre chose, qui m'a vraiment pris au cœur là, sur cette fin-là. Et c'est l'histoire. Et je pense aussi le fait que le présent soit en noir et blanc et le passé en couleur, je pense que ça en dit énormément sur justement le point de vue du réalisateur. Ouais, et puis voilà, puis surtout aussi Yasuoba arrive à faire comme il avait fait dans Watashi o Suki ni Tsurutete, Yasuoba arrive à faire réellement rendre crédible la bande d'amis en fait. Et je trouve que c'est énorme ce qu'il arrive à faire. Mais tous ces films, en fait, ce sont des tranches de vie dans la mesure où tous les personnages dans leur quotidien sont crédibles. Exactement. En fait, voilà. Donc, et cette bande d'amis est crédible. Moi, ça me fait penser à un pendant japonais du film français Mes meilleurs copains, en fait, parce qu'on a quelque chose là-dessus. Et c'est vraiment c'est une bande de copains, une bande de potes, et c'est génial. Moi, j'adore. C'est c'est mon film préféré de Yasuo Baba, en fait. C'est pas difficile parce que déjà on a une très belle tête d'affiche, on a des acteurs crédibles, déjà d'une, et c'est vrai que le propos c'est empreint de nostalgie, mais voilà. C'est ça. Et oui, c'est génial. Et pareil, à nouveau, la bande-son avec. Il y a beaucoup d'artistes occidentaux cette fois-ci qu'ils ont choisi pour la bande-son, mais malgré tout, il y a aussi des morceaux de Yumi Matsutoya qui ont été insérés dans l'histoire, et pareil, je trouve que les musiques sont extrêmement bien choisies. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois qu'une musique démarre, parce qu'on la voit faire démarrer les musiques dans la radio, et à chaque fois, ça fait presque des mini-clips. Ouais, mais c'est absolument excellent. C'est génial. Tu pourrais extraire les extraits et faire des clips de ces choses-là, quoi. Voilà. Si fallait un film pour définir la nostalgie, ça serait celui-là, quoi. C'est vrai. Lady, t'as autre chose à rajouter? On s'écoute un petit le titre qui illustre. J'ai hâte d'écouter.
Vous êtes à l'écoute de Seaside FM et vous venez d'écouter Valentine Radio par Yumi Matsutoya. Excuse-moi, j'avais furieusement, après avoir parlé de Namine Kazuyake Otakishi Mete, j'avais furieusement envie de l'annoncer, de le désannoncer comme ça. My Lady, bon, je crois qu'il est l'heure de s'attaquer à la gueule de bois, Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc le film Messenger, sorti le 21 août 1999, soit 8 ans après le dernier volet de la trilogie du Hoi Choi. Et avec l'éclatement de la bulle qui est totalement consommé. Ouais. Et ça se voit, et en fait, c'est vraiment un film sur... la gueule de bois de la société japonaise. Comme je le dis souvent, en plaisantant, nous, on parle de la bulle, et en fait, on prend une grosse fourchette qui va de 78 à 98, sachant que la bulle avait éclaté avant, mais que, en fait, on va dire que la queue de la comète de la bulle a fait que le Japon a quand même bien vécu jusqu'à peu près 98, et là, on se retrouve en 99 avec, la grosse gueule de bois. Messenger, ça bon, tu m'interromps quand tu veux, My Love. Messenger, ça raconte l'histoire d'une fille qui est relation public relation, comment c'est relations publiques, d'un styliste. D'un styliste, je crois qu'il est italien ou américain, je sais plus trop. Je crois que c'est fictif. Oui, mais elle est quand même public relation pour un styliste. Et donc elle vit dans l'opulence, elle a un petit ami friqué, elle a aucun sens de la valeur de l'argent. Voilà, c'est ça. Elle gère un showroom. Voilà, c'est ça. Elle gère aussi un showroom. Elle boit ses verres de champagne, voilà. Comme un autre boirait ses verres de bière. Tout à fait. Voilà, donc, pour elle, c'est la même chose. Elle gère son showroom, elle s'habille bien, elle a un bel appart, elle a une belle bagnole. Et donc, c'est une nana qui est complètement hors sol en fait, parce que elle a pas trop conscience de la réalité, et en fait il se passe deux événements, c'est-à-dire que déjà la boîte pour laquelle elle bosse coup cool, donc elle perd tout, puisque en fait c'était apparemment tout appartenait à la société, à la boîte, donc elle perd plus rien. En fait elle perd tout d'un coup. Elle s'enfuit juste avec sa voiture. Elle s'enfuit avec sa voiture, et en s'enfuyant avec sa voiture elle le percute. Un pauvre cycliste qui était en fait un messager. Voilà, c'est ça. Comment on peut appeler ça? Je sais plus comment ça. Un coursier. Voilà. Un coursier, oui. En fait, elle percute un coursier à vélo. D'où le titre Messenger. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc le coursier à vélo qu'elle percute et qu'elle immobilise. Elle n'a plus d'assurance. Voilà, c'est un peu embêtant. Parce qu'elle perd tout d'un coup. Donc voilà, comme tout était géré par sa boîte, elle perd tout d'un coup. Et donc le coursier lui pendant dit, qu'il reste 2 mois à l'hôpital pour s'en remettre. Et elle lui demande est-ce qu'on peut éviter de passer par un procès, surtout qu'en gros ça arrangeait pas ce moment-là. Il fait écoutez, parce qu'une petite boîte de coursier. Je viens de fonder ma boîte avec voilà, mon pote. Ils sont deux ou trois dedans, je crois. Ils sont 2 au départ. Et il fait le truc c'est ok, je vous attaque pas en justice. Par contre, vous me remplacez en tant que coursier pour pas que ma boîte cool, ce que je viens de fonder, le temps que je m'en remette. Donc voilà. Donc elle accepte par dépit. Et voilà. Et elle se retrouve en fait à faire le coursier avec un autre qu'on appellera Kusanagi, puisqu'il est interprété par Kusanagi des SMAP. Par Tsuyoshi Kusanagi des SMAP. Qui ne voudrait pas devenir coursier en compagnie d'un mec de SMAP, franchement. Voilà. Et donc voilà. Et puis, bon, alors après on est sur de la comédie, limite comédie américaine en fait, parce que moi ça me faisait un peu penser à ce film avec Kurt Russell et Goldie Hawn, où la fille qui est super riche perd la mémoire et lui fait croire que c'est sa femme, oui, que c'est sa femme. Il y avait toute cette ribambelle de gamins, il dit oui, c'est les tiens. Un film très compliqué à voir aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est un peu problématique. Donc, mais plus sérieusement, voilà, parce qu'on est vraiment, on est limite sur de la comédie américaine, parce que c'est la nana qui était toute riche, qui est obligée de prendre un boulot physique. Au début, elle y arrive pas, puis après elle ferait grossir le truc, parce que comme elle était relations publiques et qu'elle avait quand même certaines notions, on va dire, de comment faire gonfler une société, comment faire de l'argent. Voilà, donc on est sur comédie quasi américaine, où on a d'un côté une nana qui apprend à bosser sur le terrain, et de l'autre côté cette petite boîte qui apprend de cette nana qui sait quand même faire du fric. Donc voilà, il y a ça, ils prennent des contrats, il y a une rivalité en fait, parce que eux ils tiennent absolument à faire coursier à vélo, et ils sont en rivalité avec une boîte qui fait coursier à moto, tout ça. Donc il y a plein de choses qui sont dans ce film, parce que
je me demande si à ce moment-là, Yasuo Baba, qui justement dans sa Hoi Choi trilogie montrait des jeunes gens qui n'avaient absolument pas à lutter pour leur survie, qui n'avaient absolument pas à se soucier de l'argent, n'avaient que comme seule préoccupation dans la vie le fait de trouver un partenaire de vie. Je me demande si cette femme qui était complètement hors sol parce qu'elle avait aucun problème d'argent, je me demande si c'est pas non plus aussi la gueule de bois de Yasuo Baba qui s'est aperçu en fait que peut-être que les personnages qui l'animaient jusque-là étaient un peu vains et qu'il y a une rencontre avec la réalité du terrain en fait. C'est des choses que je me suis posées comme question. En attendant, moi je trouve que les deux personnages principaux, justement, leur intérêt, c'est que t'as le monde d'hier, entre guillemets. Oui, puis il y a ça aussi. Donc l'époque de la bulle, parce que la fille, elle vivait dedans jusqu'à ce moment-là. Oui, c'est ça, elle a vécu dans la bulle jusqu'à ce qu'elle Et le monde d'aujourd'hui, incarné par celui qui fait le coursier, justement. Tout à fait. Et c'est son film le plus terre à terre, on va dire, parce que jusque-là, on voyait C'était dans la comédie quand même. Oui, là on est dans la comédie, la Messenger, on est comme je te l'ai dit quasiment sur une comédie américaine, mais jusque là dans les films de Yasuo Baba on voyait que des gens bien habillés, on voyait que des beaux décors. Là on se retrouve avec des gens habillés avec des fringues de coursiers de vélo et qui logent dans des, parce que la nana elle a perdu son appart et la nana elle se met elle loge dans un truc aménagé, je crois que c'est dans le grenier du truc de vélo quoi, donc voilà, c'est dans l'arcère à vélo, oui. C'est ça, donc on est sur une grosse gueule de bois. La première fois que j'ai vu ce film, je sortais de la trilogie Hoi Choi, donc du coup pour moi ça a été aussi un choc. La douche froide, je dirais. Je veux rien sur Baba, je veux pas voir des gens malheureux et qui n'ont pas de fric. Je veux voir des gens friqués qui sont bien habillés, qui sont beaux, voilà. Donc voilà, et du coup rendez-moi ma bulle. Rendez-moi ma bulle. Et en fait je l'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu, et quand je l'ai revu, je me suis dit ouais, il y a quelque chose quand même, avec un final limite très américain. Mais bon, ça je vous laisse regarder. Alors en plus celui-là, quand on farfouille un petit peu, on peut trouver une version sous-titrée en anglais. Mais je crois que le DVD, alors il fait partie des quelques films qu'on pouvait trouver en japonais, mais sous-titrés en anglais. Oui, tout à fait. En tout cas, à cette époque-là. Lily, t'as des choses à ajouter sur Messenger? Oui, alors il y a un tout petit détail que j'ai vu qui m'a beaucoup plu, mais je ne sais pas si c'est. J'ai pas vérifié les dates, parce qu'il y a un élément qui m'a beaucoup fait penser à un autre drama, d'ailleurs, avec en personnage principal un autre SMAP. Exact. Mais non, c'est le même SMAP. Non, c'était un autre. On parle pas du même alors. Kim Tak. C'était Kim Tak. C'est quel alors? C'est qu'en fait l'héroïne, le personnage principal, donc parce qu'en fait il y a une romance qui se crée entre les deux, même si ça met du temps à démarrer, puisque au départ ils peuvent pas se supporter. Mais Long Vacation. Voilà, ça me fait beaucoup penser à Long Vacation, d'ailleurs, drama que je recommande personnellement. Ouais. À quel point il t'a fait passer en Long Vacation? Parce que la fille, elle est quand même plus âgée que lui. Oui. Et pour des Japonais, moi c'est pas un truc que je vois très souvent. En général, c'est toujours la fille beaucoup plus jeune que le garçon, et pas le contraire. D'accord, ok. Ouais, non, moi il m'avait pas. Moi c'est marrant parce que moi il m'avait fait passer. Moi ça me marque plus ce genre de détails. Oui, non, pas du tout. Oui, absolument. Mais non, parce que pour moi, en fait, si Messenger me fait penser à un drama, il me faisait penser justement au drama avec Kusanagi qui est à Roppongi. Et Kusanagi qui est à Roppongi, en fait, qui était l'histoire d'un mec qui est juste gardien d'immeuble, qui voit sa mère mourir parce qu'il a pas les moyens de lui payer ses frais d'hôpitaux, et qui arrive à rentrer par la petite porte dans une boîte. Il monte les échelons, il devient un requin en fait de la finance, et le mec devient complètement cynique et en fait voilà, moi il m'a plus fait penser à ce film là, à ce drama là. Cela dit, je trouve que pour de l'écurie des Johnnies et des SMAP, je trouve que Kusanagi c'était un des meilleurs acteurs quand même de ce qu'on a pu voir. Mais de toute façon, Kimola Takuya et Kusanagi sont deux. C'est les deux qui sont mieux débrouillés, je crois. Faudra qu'on fasse un épisode sur les SMAP. Pourquoi pas. Ouais, très bien. Autre chose à dire sur Messenger My Live? My Live.
C'est entre My Lady, My Love, My Life bien sûr, My Life, oh My Life. Autre chose à dire sur Messenger, My Lady? Mais c'est vrai que, alors, on pourrait croire que c'est un film triste ou que sais-je encore, mais non, il est quand même très plaisant, il y a des rebondissements, oui. On est pris en haleine. Non, c'est sympa. Non, voilà. Voilà, et puis même, bon, alors j'avouerais pour la soundtrack, par contre, là c'est, alors on va pas dire que le bas blesse, c'est pas ce que je veux dire, mais que moi, à titre personnel, c'était compliqué, ouais. Je préfère largement la production... la trilogie Hoi Choi. Voilà, la production de l'époque de la bulle, ça me plaît mieux que le Tap Tap Boom Boom fin 90, c'est pas trop ma cam, mais bon, après, mais la musique est totalement dans l'ambiance, dans son jus de l'époque. Oui, on va dire ça, que c'était l'époque. C'est vrai. Bah d'ailleurs, c'était un peu compliqué de trouver un truc à faire écouter par rapport à un film. Un truc écoutable, oui. Voilà, donc My Lady, on va s'écouter quoi? On va s'écouter Toshinobu Kubota, No Lights, Candlelight. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, Toshinobu Kubota, c'est bien lui qui fait la musique, justement. Enfin, la chanson thème de Long Vacation. Long Vacation, tout à fait. Que j'ai cité très bien. Bon, on écoute Toshinobu Kubota, No Lights, Candlelight. Let me
On vient d'écouter No Lights Candlelight par Toshinobu Kubota, tiré de la bande originale de Messenger. Maintenant, on va s'attaquer au dernier long métrage de cinéma de Yasuo Baba. On va s'attaquer à Bubble Lego Time Machine wa Doromshiki, sorti le 10 février 2007. My Lady, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film ? Alors Yasuo Baba revient à ses premières amours, la nostalgie et l'époque de la bulle économique. Il l'a jamais vraiment quitté, parce que le film d'avant c'était pas une grosse claque qui rendait nostalgique, tu me diras ce que c'était. Donc c'est un All-Star. Parce que Yasuo Baba aime énormément faire revenir, même pour des très petits rôles ou des caméos, les différents acteurs qui ont joué avec lui, en tout cas quand c'est possible. Donc il y a beaucoup d'acteurs qu'on retrouve d'un film à l'autre sans forcément qu'ils soient mis en avant, mais en tout cas c'est a posteriori qu'on se dit mais c'est le même. Donc voilà. Et voilà, donc un film avec un acteur que j'aime beaucoup, un film avec Shiroshi Abe. Shiroshi Abe, qu'on a retrouvé donc dans Termae Romae, qu'on a retrouvé dans les Godzilla, qu'on a retrouvé Shiroshi dans Trick, oui, non, mais j'allais y venir. Shiroshi Abe qu'on a retrouvé dans le drama Hero. D'ailleurs, l'épisode, je crois que c'est l'épisode 2 du drama Hero, ou Shiroshi 4, pardon. L'épisode 4 du drama Shiro, où Shiroshi Abe est génial dans ce drama. Je me suis aperçu que c'était vraiment un acteur génial. D'ailleurs, voilà, avec un rôle principal encore à nouveau, Timon Takeda de SMAP. Oui, parce que oui. Et Shiroshi Abe, un de mes acteurs japonais préférés, et on y retrouve une actrice japonaise qui Ryoko Hirosue, qui était d'ailleurs elle aussi dans Long Vacation. Ryoko Hirosue, c'est vrai, elle faisait la petite sœur, c'est ça, un truc comme ça, ou la petite copine, oui, ça. Elle était toute gamine à l'époque. Exact. Elle faisait une gamine insupportable. Donc Ryoko Hirosue, qu'on connaît en France parce qu'elle a joué avec Jean Reno dans le film Wasabi. Voilà. Que je n'ai pas non plus vu encore. Voilà, on verra peut-être un jour. Et donc Ryoko Hirosue qui fonctionnait bien au Japon, parce que quand j'étais au Tokyo, actrice, chanteuse, elle a fait pas mal de choses. Puis je crois, j'allais dire une bêtise, j'allais dire que toutes les escortes s'appelaient Ryoko à l'époque au Japon, mais je ne sais plus. Aïe, pas la tête. Donc voilà. C'était l'année des R, c'est les DR, tout à fait. Voilà, donc, alors, on se retrouve, c'est Ryoko Hirosue joue le rôle d'une jeune fille dont la mère a disparu et dont la mère a été officiellement déclarée décédée. Et en fait, c'est une jeune fille donc qui a pas le sou, qui est poursuivie par le collecteur de dettes, par le collecteur de dettes, qui vient récolter les dettes pour les dettes, qui vient récolter l'argent pour les dettes qu'avait eu sa mère, qui va même jusqu'à prendre l'argent qui a été donné pour l'aider à la mort de sa mère, et elle est dans les bars, comment on les appelle les filles, hôtesse, voilà, elle est hôtesse dans un bar, voilà, enfin elle est au fond du trou, quoi, on va dire, et en fait elle tombe sur Shiroshi Abe, qui fait partie du ministère des Finances du Japon, et Shiroshi Abe donc lui annonce que le Japon, depuis l'éclatement de la bulle économique, est dans la merde, et que ça va être pire. Et que ça va pas s'arranger. Et que ça va être encore pire. D'ailleurs, moi ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a un petit... Enfin, dans la pièce où il l'emmène, en fait, tu lui montres,
il y a un petit décompte en temps réel avec la dette du pays. Avec la dette du Japon. Voilà. C'est l'équivalent. En fait, ce film, c'est un peu l'équivalent financier du roman japonais des années 70 qui s'appelait Le Japon Cool, qui a donné plusieurs films et une série d'ailleurs sur Netflix. L'animation. Une série d'animation, c'est-à-dire que c'est l'équivalent financier, puisque le Japon qui coulait, c'était physiquement dans ce truc-là, le Japon coule économiquement. Et pour histoire de remonter le moral de tout le monde, c'est tiré d'un vrai article financier, il me semble. Il me semblait que j'avais lu ça à l'époque, que de toute façon c'était une vue de l'avenir du Japon, économique du Japon, comme quoi ça va être la merde. Et donc c'est très sombre comme démarrage, et ça va pas rester sombre, puisque on part complètement dans le délire. On part dans le délire, puisqu'en fait ils se sont aperçus dans un laboratoire qu'une machine à laver expérimentale permettait d'envoyer des objets en 1990. Ça tombe bien. Voilà. Alors. Et ils soupçonnent. Il n'y a pas de DeLorean sous la main, alors. Ah, c'est ça. Et voilà, il me semble d'ailleurs que ça devait être un frigo dans Retour vers le futur à la base. Idée reprise pour Indiana Jones 4, le film qui n'existe pas. Donc pour revenir à Bubble Ego, une machine à laver expérimentale, ils se sont aperçus que les objets qu'ils mettaient dedans, et quand ils la mettaient en route, partaient en 1990, et ils soupçonnent la mère donc de Ryoko d'être partie en 1990, et donc pour empêcher l'éclatement de la bulle. Pour empêcher l'éclatement de la bulle, et donc Shiroshi Abe va demander à Ryoko, donc comme c'est sa fille, alors parce qu'en fait ils veulent essayer de recréer au plus proche toutes les conditions, même en mettant du détergent d'ailleurs dans la machine, de renvoyer Ryoko parce que c'est elle la plus proche génétiquement de sa mère, d'envoyer Ryoko en 1990 pour essayer de savoir ce qui est devenu sa mère, et puis essayer aussi de faire en sorte elle aussi d'éviter l'éclatement de la bulle. Et donc Ryoko rentre dans la machine à laver et se retrouve en 1990, et donc Yasuo Baba, je pense, essaye de concrétiser un rêve, parce que il recrée numériquement le Japon de 1990 dans ce film. Et nous pouvons confirmer, preuve à l'appui d'images d'archives de YouTube, que c'était réellement comme ça. D'images d'archives de YouTube, je reparlais tout à l'heure de Yakuza 0 qui montrait le Tokyo en 88. Là on est sur un Yakuza 0 live où on a le Japon avec le Rainbow Bridge qui est en train de se construire, avec les commerces, les bars, les restaurants qui allaient tout en haut des immeubles, les néons partout. Donc voilà, et c'est donc la jeune Ryoko se retrouve à Tokyo en 90. Elle découvre les gens qui ont l'argent, elle découvre les gens qui appellent les taxis en agitant des liasses de billets, et c'est celui qui avait la plus grosse liasse de billets, le taxi s'arrêtait. Elle découvre des loteries de folie où on pouvait gagner l'équivalent de 200 000 euros, et encore je ne compte pas l'inflation, 200 000 euros comme ça sur une loterie. Bingo, elle joue au bingo. Voilà, les fêtes, les boîtes tokyoïdes de l'époque. Le champagne qui coule à flot. Donc voilà, on est complètement sur une reconstitution de l'époque de la bulle économique par Yasuo Baba dans ce film. Et d'ailleurs, il utilise justement des musiques et des chansons de cette époque-là, donc entre autres on entend du Princess, on entend... Ouais, complètement. Et et elle rencontre des personnalités de l'époque. Donc voilà, bon après ça part sur une comédie où en fait il y a ceux qui veulent éclater elle veut empêcher l'éclatement de la bulle, il y a ceux qui du coup ne la croient pas. Il y a ceux qui la croient pas, il y a ceux qui la croient mais qui du coup veulent en profiter. Parce pour s'enrichir. C'est l'éclatement de bulle spéculatif quand tu peux la prévoir. Justement, ça peut être tout bénef. Donc voilà, on se retrouve avec des éléments de comédie un peu potache. On se retrouve avec une musique qui ressemble beaucoup à une musique de James Bond. On revient encore aux premières amours de Yasuo Baba. Donc on retrouve encore des personnages que l'on voyait dans le temps présent, mais qu'on voit à version du passé, et qui étaient beaucoup plus détendus, beaucoup moins... exact. Ne serait-ce que celui qui a couvré ses dettes, c'était un gars bien à l'origine. C'était un mec qui croyait en l'avenir. Et en fait, tu t'aperçois que c'est l'éclatement de la bulle a changé sa vie, l'a rendu complètement aigri. C'est une comédie, mais je trouve que ce film est extrêmement doux amer en fait.
Et assez juste finalement. Ouais, quand on y assez pense. juste et assez doux amer et petit pincement au cœur quand je vois ce film parce que c'est merde voilà c'est ce ah fait chier quand même. Non mais c'est en voyant ce film qu'on se dit d'accord c'est que des effets spéciaux en 3D maintenant, mais c'est vrai que c'était vraiment comme ça. Ouais. Tu as des choses à rajouter sur Bob Lego? Bah écoute, comme je te l'ai déjà dit, il y a aussi pas mal de caméos de différents personnages et personnalités de l'époque de la bulle, déjà d'une. Oui. Il y a la réutilisation donc, de chansons de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, l'actrice qui joue le rôle de la mère, je crois bien que c'était elle qui jouait dans Sailor Fuku. Enfin, tu sais, la fille que tu voyais en... c'était quoi déjà? C'était un de film ou de série? Je sais plus ce que c'était. C'est une série avec les jeunes filles qui étaient des écolières qui maniaient la grosse, la grosse pétoire. Voilà. Et en fait, il a vraiment fait revenir un tas de gens qui étaient vraiment célèbres à leur époque. Et c'est ça qui était assez amusant. Ouais, c'était... Mais d'un autre côté, c'est vrai que je trouve que ça finit quand même sur une note assez d'espoir, parce que le film finit bien finalement quand on y réfléchit. Je veux pas spoiler, c'est pour ça que je voulais pas parler de la fin, mais la fin, c'est Yasuo Baba qui se guérit tout seul, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve ça triste. Voilà. Non mais ça finit pas mal en soi. Non, le film finit bien, mais quand tu le vois et que tu le transposes dans la réalité, tu fais ouais, voilà. Voilà. C'est un film on peut trouver un sous-titre anglais pour celui-là. Mais enfin le DVD original en tout cas dans notre version, celui qu'on a, mais on l'a acheté il y a longtemps, on l'avait trouvé on l'avait trouvé chez Book Off. Ouais, mais et dedans donc il y a des sous-titres en anglais. Donc, tout pour à fait. ceux qui peuvent lire la langue de Shakespeare. OK. Très bien. Autre chose, My Love? Dis-moi. Il y a du Princess, du Lindbergh. Enfin voilà quoi, toutes les chansons que nous on écoutait à l'époque, qu'on reconnaissait dans la soundtrack, et c'était quand même vachement... Et il y a même si Don't Touch This de MC Hammer, et moi j'aime bien. Voilà, non mais c'est vraiment très drôle. Ok. Qu'est-ce qu'on écoute pour illustrer Bob Lego? Écoute, hein? On écoute Milia Kato, Eyes on You, qui est la chanson de fin. C'est bien la chanson de fin? Ouais, c'est la chanson de fin, ouais. On fait ça, on s'écoute Milia Kato, Eyes on You, puis on se retrouve juste après. Loving you, baby, love. 涙あふれそう Look in my eyes on you. 二人は鼓動を高まらせてゆくの Loving my baby, love. 夢に見るほど You are my everything. 甘くて愛しい時間を過ごしてゆくでしょう Forever。打ち明けられそう
76.3 FM on KIWI. On vient d'écouter Eyes on You par Milia Kato. Alors My Lady, qu'est-ce qui devient notre bon vieux Yasuo ? Eh bien, l'année dernière, enfin ça fera bientôt un an en janvier, il a fait Sensuikan Capellini Go no Boken. Donc l'aventure sous-marine du Capellini. Qui était un drama spécial diffusé le 3 janvier 2022, mais que nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de voir, parce qu'on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé, mais bon. Alors c'est marrant parce que moi, quand je regarde vite fait le pitch, Ça me fait penser à 1941, c'est ça ? Ah, moi quand je voyais le sous-marin italien qui se transportait du ravitaillement au Japon, moi je pensais que c'était, que ça me rappelait si elle pouvait se mettre en maillot de bain apparemment. Non, ça se passe tout le temps en 43 ? Je ne sais de toute façon, on l'a pas vu, on va pas se tendre dessus. Donc voilà. Donc voilà. Et puis il a fait un clip pour AKB 48 en 2016. D'ailleurs, que nous avons vu, et qui effectivement, moi je l'ai bien aimé. Alors pas la chanson spécifiquement, oui, parce que c'est AKB 48, il faut aimer quand même. Mais en tout cas, ce qui montre à l'image, j'ai plutôt bien aimé sa réalisation. Ouais. Donc, oui, parce que c'est notre beau vieux Yasuo, on aime bien quand même. Donc voilà. Bon, il a 68 ans, Yasuo Baba. C'est encore jeune, il peut encore faire des trucs. Et voilà, et c'est voilà, bon enfin, faut voir du Yasuo Baba quand on aime le Japon des années 80, quand on aime la bulle. Enfin, il faut au moins voir la trilogie Hoi Choi, quoi, les trois premiers. Au minimum, ouais. Mais s'il ne devait en rester qu'un, ça serait Nami no Kazudake Takishimate. Je n'ai pas encore s'abonné dessus, parce que ça me manquait. Je l'ai bien coaché. Yes. Bon, My Lady, est-ce qu'on a fait le tour de Yasuo Baba ? Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ça veut dire que hey ! Hey ! Voilà. My Lady, j'ai adoré faire cette émission avec toi parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'en parler de Yasuo Baba avec toi. Ça fait des années qu'on a envie de parler de Yasuo Baba. Et voilà, et je suis très heureux de l'avoir fait. Et c'est vraiment un réalisateur qui nous tient à cœur. Qui est peu ou pas connu en dehors des frontières du Japon, je pense. Tout à fait, et qui mérite de l'être. Voilà. Si je fais bien mon boulot, normalement, nous sommes le 25 décembre, donc joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Voilà. Donc, tu veux faire un ponge de Noël ? Un ponge de Noël et jeter match dans le sapin. Donc voilà. Donc si j'ai bien fait mon boulot, vous nous écoutez le 25 décembre. Et voilà, donc joyeux Noël à tous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et alors, le mois prochain, le mois de janvier, petite émission de feignasse, je te propose, My Lady. On va parler du Night de Loup. On va parler du Night de Loup. On va parler de Shizuka Kudo. Là, pas vraiment rivale, mais celle qui est un petit peu en compétition avec Mio Nakayama à l'époque. Et on pourrait même revoir son film pour pouvoir en parler. Et on se reverra son film de Noël, d'ailleurs. Oui. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà, on se reverra son film de Noël et on en reparlera. Et ça me basé fait sur très, un très scénario plaisir. de Fujiko F. Fujio, pour ceux qui connaissent. Et tout à fait, on ne grille pas toutes les cartouches, My Lady, n'est-ce pas? My Lady, écoute, voilà, je te propose qu'on s'arrête là, de dire bye bye à tout le monde et de bye dire bye. à bientôt pour la prochaine fois. Bye. Bye. なくていつだって後悔しているの傷つくことが怖いだけで臆病になっていたの友達の悩み聞いてる時
Nous vous rappelons qu'en 2022, aucune machine à laver ne permet de remonter le temps. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.